Là, vous voyez, c'était 70. Ben, on pouvait facilement rester sur la 6e. Parce que la voiture, elle supporte. Ce qui dépense du carburant, c'est la reprise, les coups de frein, les accélérations, les passages de vitesse. Et vous êtes brusque, pardon de vous le dire, mais c'est brutal. Ça manque un peu de douceur. Nous, on a appelé ça la conduite apaisée. C'est l'inverse de la conduite stressante ou stressée ou nerveuse. Et les écarts de consommation, simplement en changeant son mode de conduite, ça peut aller jusqu'à 20%. C'est-à-dire qu'on prend deux chauffeurs, selon la manière dont ils appréhendent les situations de conduite, ça peut varier jusqu'à 20%, ce qui est énorme quand même. Simplement en modifiant un petit peu son comportement au volant. De l'anticipation, un travail d'observation, éviter de brusquer la machine, la mécanique, de tirer trop sur les vitesses. Vous êtes, vous, un petit peu comme tout le monde, la première par exemple. Merci Joël Fouchard. Alors pour faire des économies, faut-il changer de carburant, passer par exemple au GPL? Reportage d'Amélie Lepage et Grégoire Grichois. Philippe Lecaux est conseiller en gestion de patrimoine. Il parcourt 60 à 70 000 km par an. Sa voiture, c'est donc son outil de travail, mais c'est aussi un poste de dépense qu'il a voulu limiter il y a 15 ans en passant au gaz de pétrole liquéfié, le GPL. Investissement compris sur 5 ans puisque c'est la durée de vie de mes voitures. Je suis à un tiers de moins qu'un modèle diesel. Autour de 1,60 € pour du sans-plomb, 1,40 € pour du gasoil. Depuis 3 semaines, les prix de l'essence flambent. Le GPL est donc une alternative intéressante. Ça fait bien 5-6 mois qu'on est déjà à 0,83 €. Donc voilà, j'ai pas vu d'augmentation par rapport à ce que peuvent subir mes amis qui utilisent l'essence et le gasoil. Nous allons mettre en lieu et place le réservoir GPL. À la place de la roue de secours. L'installation de ce réservoir vous coûtera entre 2 500 et 4 000 €. Il y a 4 ans, vous pouviez déduire 2 000 € de cette somme, mais début 2011, l'État a décidé de supprimer ce bonus accordé aux véhicules propres. On l'a vécu très mal puisqu'on avait énormément de clients qui voulaient passer au GPL pour ça. On a même eu des engagements en nous et financièrement, ça a été très lourd pour nous. Pour attirer les clients, reste donc l'argument écologique. Certaines régions, comme la nôtre, remboursent également 100% des frais d'immatriculation. De retour avec Joël Fouchard, notre moniteur. Merci pour vos remarques sur l'éco-conduite. C'est nouveau, toutes ces remarques. Expliquez-nous pourquoi on les fait aujourd'hui. Alors, il faut savoir que c'est l'examen du permis de conduire en France qui tire la formation. Et dans le système de notation aujourd'hui pour les candidats au permis de conduire, sur l'épreuve pratique, il y a une note qui est attribuée si l'élève, donc le candidat, montre qu'il a une conduite rationnelle, apaisée, notamment par exemple pour l'utilisation de ses rapports. Donc ça lui attribue, il a un bonus quelque part, ça lui attribue un point pour l'ensemble de sa note pour qu'il puisse réussir l'examen de conduite. Oui, c'est nouveau pour répondre à votre question. C'est une volonté, un désir aussi du service des examens et des permis de conduire. Alors pour les grandes entreprises, les entreprises avec une flotte, est-ce nécessaire aussi d'adopter l'éco-conduite? Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on est amené à intervenir. Il y a une demande dans ce domaine des entreprises notamment qui possèdent des flottes importantes, puisque les gains de consommation qu'elles vont pouvoir avoir sur leur flotte, il y a des répercussions économiques. Donc ils se rendent compte très vite que vaut mieux former leurs chauffeurs ou les chauffeurs à l'éco-conduite. C'est du gagnant-gagnant, quoi, pour utiliser une expression. Moins d'usure au niveau de la voiture, gain au niveau de la consommation. Et puis on a remarqué aussi en termes d'accidentologie, cerise sur le gâteau, que ça faisait diminuer l'accidentologie, c'est-à-dire l'accidentologie, le nombre de blessés, etc. sur les routes, quoi. Avec une augmentation des prix à la pompe, comment font les petites stations-service pour survivre? Souvent il faut se reconvertir. Reportage de Lydia Nganga et Fabienne Marcel. Au bord de cette route de campagne, il y a cette petite station-service. Et à l'intérieur de la boutique au comptoir, c'est Régine Passio qui tient les rênes. Sa qualité majeure, sa polyvalence. Elle gère les ventes, les comptes et même les livraisons. Sa principale difficulté, l'augmentation des tarifs du carburant, depuis plusieurs années. Alors pour faire face, elle déploie des efforts considérables pour sauver son affaire. J'ai rajouté à mon planning
des envois de colis, des reprises de colis. Il faut aller le matin chercher le pain pour faire le dépôt de pain, les journaux, les installer, installer les produits frais. Quant à son conjoint, Jean-Claude, c'est sa passion qu'il met à contribution, la mécanique automobile. Et grâce à ce petit service en plus, ils arrivent tout juste à boucler les fins de mois. Travailler plus pour gagner plus, non, c'est pas vrai. Non, on travaille plus, mais on ne gagne pas plus. On a plus de frais. Tous les jours, nous, en station, on nous pond des normes de sécurité qui n'existaient pas auparavant. Donc, on est obligé d'investir dedans, sinon on ferme la station. Merci beaucoup, bon après-midi. Après 400 heures de travail par mois, le couple touchera finalement 1 000 €, une somme dérisoire qui leur permet de survivre. Mais pour combien de temps encore ? Merci Joël Fouchard pour ces conseils sur l'éco-conduite. Bon maintenant on peut repartir. Oui, mais surtout, vous n'oubliez pas votre clignotant avant de partir. Ah oui, c'est vrai. Merci.